Bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre quelques secondes pour m'assurer que tout le monde est connecté. Ceux qui sont déjà là, vous pouvez me faire un petit pouce pour me dire si le son et l'image sont OK? Parfait, super, merci beaucoup. Donc, écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, on va vous donner des astuces et des conseils pour réussir vos études de design. On est pour une trentaine de minutes ensemble. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être condensé et puis de vous donner vraiment des outils qui peuvent vous être utiles tout simplement, dans votre apprentissage. Alors, ce soir, je suis avec Ophélie, qui est voilà, la chargée de communication de l'école, Bonsoir à tous. et voilà, qui sera là dans le chat pour éventuellement soit répondre à vos questions, soit les poser en fin de séance. On pourra faire voilà, une petite en fin de webinaire. Je répondrai à vos questions s'il y en a d'autres auxquelles Ophélie n'a pas pu répondre dans le chat. Alors, pour nous présenter rapidement, alors moi, je ne me suis pas présenté, je suis Mathieu Rouget, je suis le directeur de l'école de design La Fontaine, qui est une école qui est spécialisée dans les formations à distance, en design graphique, en design d'espace et en design produit. Et on permet à des créatifs d'obtenir un diplôme et de vivre de leur passion. Alors, notre méthode, elle repose sur trois fondements: la bienveillance, l'accompagnement et la professionnalisation. La bienveillance avec une pédagogie qui s'adapte au rythme de chacun, l'accompagnement par des professionnels en activité qui vont transmettre leur savoir-faire et leurs secrets, et la professionnalisation avec l'acquisition de compétences spécifiques qui permettent de faire la différence concrètement sur le marché du travail. On est basé au cœur de l'Auvergne, c'est pour ça que vous avez ces jolies photos. Et nos apprenants, eux, qui sont des étudiants ou des personnes en reconversion professionnelle, sont situés sur tout le territoire français, voire au-delà, en pays francophones. Ou en tout cas, eux, ce sont des francophones. Notre constat, c'est que tous nos apprenants sont des créatifs qui, la plupart du temps, ont été bridés ou mal orientés dans leur choix de carrière. Et puis, notre mission, c'est de les accompagner dans leurs projets pour qu'ils vivent de leur passion. Alors, on va parler voilà, des points qui nous amènent à ce webinaire, hein. C'est de vous dire que la créativité, c'est souvent la principale et souvent la seule qualité mentionnée pour réussir ses études dans le domaine du design. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Alors, votre faculté d'invention et d'imagination est certes nécessaire, mais pour euh, transformer votre aspiration ou ce qui n'est encore peut-être qu'un hobby ou pour que ça devienne une activité professionnelle, ben, cette compétence, elle doit vraiment s'enraciner dans un terreau fertile. Il va falloir euh, mettre des fondations à tout ça, créer les fondations. Et on va vous donner quelques principes fondamentaux qui vont vous permettre de développer tout ça et puis de progresser. Alors, je parlais de la créativité, c'est un élément clé, hein, bien sûr. Comme toute compétence, la créativité s'acquiert, se développe et s'entretient. Alors, il va falloir apprendre à doper votre créativité, mais il va falloir aussi apprendre à la dompter, à la mettre au service en fait des projets que vous allez devoir réaliser pour les entreprises, pour vos clients. Alors, les meilleures idées, ben, elles frappent à la porte souvent lorsqu'on s'y attend le moins. Souvent en fin de journée, quand on est fatigué, quand on veut arrêter. Alors, pour plus d'idées, eh ben, changez vos habitudes. Sortez de votre routine quotidienne. Et si vous êtes en manque d'inspiration pour un projet urgent, mettez en place les bonnes conditions pour trouver l'inspiration. Ça peut être une balade, ça peut être de la méditation, ça peut être de la relaxation. Pensez, je vous donne un exemple simple, c'est Archimède, hein, qui après des jours sans trouver la solution, ben, il prend un bain pour se relaxer et là, Eureka, ben, il trouve la solution. Alors, quelques conseils, ben, gardez simplement avec vous un petit carnet, notez chaque jour toutes les idées qui traversent votre esprit. Euh, Pas besoin de dessiner ou d'esquisser, juste noter des idées avec votre style,
afin que vous puissiez les relire. Et puis très vite, vous allez voir qu'il y a une quantité de bonnes idées qu'il va falloir trier pour savoir lesquelles exploiter, simplement. Et il faut ne pas vous restreindre. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas bloquer en vous disant ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Notez tout, notez tout. Et puis après, vous pourrez faire le tri et puis vous canaliser, on va dire, pour mettre les idées qui tiennent la route au service de vos projets de design. Deuxième point, ça va être d'analyser votre travail créatif. Alors, peut-être que vous dessinez, vous peignez, vous photographiez, peut-être beaucoup d'autres choses différentes, hein. Il y a plein de façons aujourd'hui d'exprimer sa créativité. Vous créez peut-être dans le but d'être reconnu, un petit peu d'ego derrière ça, d'être accepté, d'être apprécié pour votre travail. Et ceci, on peut voir que c'est largement accentué par les réseaux sociaux aujourd'hui, où on cherche une sorte de validation sociale. Et ça devient souvent un moteur. Alors là, il faut se méfier parce que souvent, ça, c'est un piège, en fait. Ce qui est important, c'est que vous soyez le premier juge de votre travail. Euh, il va falloir l'analyser en vous mettant à la place de celui ou de celle pour lequel ou laquelle vous avez fait votre travail. C'est important de prendre du recul pour avoir la juste perception des choses. Sinon, alors n'hésitez pas aussi, bien sûr, à demander autour de vous et à ne pas prendre les critiques trop à cœur. Ça, c'est plus difficile. C'est d'accepter la critique de l'autre. Les retours aussi formulés par vos camarades ou les professeurs ou les personnes voilà, qui vont regarder ce que vous faites, ben, en fait, vont vous permettre, vont vous aider à aboutir dans votre réflexion sur un exercice donné ou sur un projet. Donc, ça n'a rien à voir avec votre personnalité ou vos émotions du moment. Il va falloir apprendre à vous détacher de ça. Ce que vous créez, quelque chose d'extérieur à vous, quelque part. Ce n'est pas votre bébé qu'il faut protéger à tout prix. Et surtout, de vous dire que de se tromper, c'est pas grave. Ça vous permet d'apprendre plus efficacement. Apprendre, c'est se tromper, hein, concrètement. C'est vous prenez l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher, ben, il va se tromper en moyenne 2000 fois. Alors, se tromper, en fait, il va tomber 2000 fois. Donc, il va aussi persévérer finalement, accepter de tomber, de se relever et de recommencer. Bon, ben, nous, dans la vie, dans tout type d'apprentissage, il se passe exactement la même chose. Donc, il ne faut pas oublier ça. Euh, Autre point, c'est avant de demander un regard extérieur, vous pouvez aussi vous poser quelques questions, hein. Est-ce que, par exemple, le message de mon affiche est-il bien compréhensible? L'intention que j'ai insufflée dans cette illustration, est-ce qu'elle est suffisamment perceptible? Est-ce que j'ai bien rempli le cahier des charges? C'est des points qu'il va falloir au fur et à mesure, un petit peu des checklists, en fait, qu'il va falloir poser, en fait, au fur et à mesure de vos créations pour vous assurer que vous répondez bien, que vous êtes dans la bonne voie, en fait, de la maîtrise de votre créativité. Alors, pensez qu'au-delà aussi du cadre scolaire ou professionnel, bah, une fois de plus, vous êtes le premier juge de votre travail. Et cette attitude, c'est ça qui va vous permettre de développer votre talent avec exigence. C'est à vous et à vous seul de fixer le cap de ce que vous visez et de ne pas vous laisser influencer par les autres. Point suivant, et qui peut être contre-intuitif, c'est de ne pas être à la recherche du beau. En fait, en art appliqué, le beau est complètement subjectif. Ce qu'on trouvait beau il y a 100 ans, on le trouve moins beau aujourd'hui et vice-versa. Ça fonctionne dans tous les sens. Donc la mode change. Vous prenez l'exemple des impressionnistes fin 19e, n'étaient pas du tout appréciés, ils étaient dénigrés à leur époque. On disait que c'était des barbouillages. Aujourd'hui, voilà, tout le monde adore ça. Le design, c'est la même chose. On est à la croisée des sciences et des arts. Et dans le design, il y a des aspects pratiques, ergonomiques, esthétiques, de normes aussi à résoudre. Donc, vous avez, c'est un domaine assez complexe, mais l'idée, c'est de vous dire que si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, que vous ne le trouvez pas beau, il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'il faut dire que la beauté, on va dire, se construit au fur et à mesure des expérimentations que vous allez avoir et souvent des échecs. C'est souvent en se trompant qu'on découvre de nouvelles techniques et qu'on innove. Et parfois, on fait en plus, on va dire, des belles choses.
Donc, acceptez de vous tromper, acceptez de faire des choses qui ne sont pas, dans un premier temps, à votre goût. Et vous allez voir qu'il va se passer, c'est là, en fait, qu'il se passe des choses en termes de créativité et en termes de normes de beauté. Alors, c'est important d'acquérir, bien sûr, des bases techniques, des automatismes, mais le beau, il viendra après, il viendra par la suite, à force de pratique et aussi en cultivant votre personnalité, votre style. Point suivant, la patience. Voilà. Il faut vous dire qu'apprendre quelque chose de nouveau, ça demande du temps. Et l'absorption de ces connaissances dépend aussi de nos aptitudes respectives et notre motivation, de notre envie. Euh, voilà, vous connaissez cette phrase, Rome ne s'est pas faite en un jour. Ben, il faut vous dire qu'il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours avec un enseignement organisé qu'au trop d'un coup, car vous risquez concrètement de vous décourager. Donc, un petit pas, c'est la règle des 1 minute, hein. Il vaut mieux quand on veut intégrer une nouvelle pratique, ben, on la pratique, alors c'est excessif, hein, mais c'est pour l'expression, on la pratique 1 minute par jour, puis 2 minutes par jour, puis 5 minutes par jour, puis 10, et ainsi de suite. Et vous verrez après, ben, quand vous faites quelque chose 1 heure par jour et plus, là, ça va très très vite progresser. Autre point clé dans cette notion de patience et d'apprentissage, c'est de vous dire que si vous êtes bien accompagné, par exemple par des professionnels qui vont être des professeurs, je veux dire, qui vont être des professionnels en activité, qui, eux, sont au plus près de la réalité, au plus près du marché, ben, ils vont vous faire gagner souvent un temps considérable parce qu'ils ont des astuces pour vous permettre de progresser plus rapidement. Ils sont déjà passés par là, ils ont intégré la notion d'apprentissage et de connaissance dans leur parcours et ils sont en capacité de vous la retransmettre. Le réseau. Alors, durant vos études, vous allez, c'est vraiment important de présenter votre travail à des professionnels, de présenter un maximum ce que vous faites. Parce qu'à la fois, vous allez gagner des conseils précieux, et puis surtout, en fait, vous vous entraînez à présenter votre travail dans des conditions peu favorables. Dans le cadre, on va dire, de l'école, vous êtes dans un cocon qui va être bienveillant, en tout cas, pas forcément confortable, mais au moins bienveillant. Dès que vous allez vous retrouver sur le marché du travail, ça ne va pas forcément être la même chose. Vous allez essuyer plus de refus, pas forcément d'explications. Donc, pendant que vous êtes en train d'apprendre, pendant vos études, n'hésitez pas à aller vous confronter à des professionnels qui, eux, seront peut-être pas forcément bienveillants, mais en tout cas qui vont pouvoir être un peu plus cash avec vous, on va dire, par rapport à ce que vous faites. Alors, n'hésitez pas aussi à saisir chaque opportunité pour concrétiser vos apprentissages. Euh, le moment parfait, il n'existe pas, hein. Le moment parfait, c'est souvent une excuse pour ne pas se lancer. Donc vous connaissez aussi cette citation, c'est les perdants cherchent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Alors, il y a 1000 occasions pour vous d'essayer de présenter votre travail. Je ne sais pas, moi, votre cousin ou votre cousine, il a besoin d'un logo pour le groupe d'Europe qui vient de lancer. Vous faites partie d'une association sportive, ils ont besoin d'une affiche pour leur prochain événement. Ben là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lancez-vous, faites ce travail, même si c'est gracieux. Vous, ça vous entraîne, ça vous fait apprendre. Et puis surtout, vous aurez un regard extérieur par rapport à ce que vous faites et à votre travail. Ça va vous permettre de vous confronter à la réalité. Et donc, faites-le à travers des stages, à travers des projets réels, et vous progresserez beaucoup plus rapidement. Alors voilà quelques astuces. Nous, on est une école à distance et on a, au fur et à mesure des années, vraiment optimisé, hein, on va dire, un environnement pédagogique, un écosystème pédagogique pertinent et efficace pour accompagner nos apprenants à distance. Je vais vous livrer ce soir quelques astuces par rapport à ça. Alors, la première astuce, qui peut être un peu naïve, mais c'est d'établir un planning. En fait, méthode et organisation sont vraiment les clés de la réussite dans une formation à distance. C'est pourquoi, dès le début de la formation, il convient de définir un planning entre séances de travail ou apprentissage théorique et de répartir les plages horaires, des plages horaires fixes
qui pourront devenir flexibles, bien sûr, en cas d'imprévu, en fonction de votre rythme et de votre vie. Nous, une grande partie de nos étudiants sont des personnes en reconversion professionnelle. Ils ont un job, une vie de famille. Donc, il faut arriver à caler des moments d'études et un programme assez dense, assez complet. Quand on décide de changer de métier, ben forcément, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, si vous êtes salarié en parallèle, vous avez une famille à gérer, bah, il faut se fixer ces plannings réalisables et en adéquation avec votre mode de vie. Nous, vraiment, avec nous, vous avez un référent pédagogique qui va vous aider à établir ces plannings, à établir vraiment un parcours de progression pour atteindre vos objectifs. Quand on travaille à distance aussi, ben, on n'est pas dans une école en physique. C'est important de vous réserver, dans la mesure du possible, un espace de travail. Euh, il faut, cet espace de travail va vous permettre de pouvoir garder en fait un petit peu vos travaux à disposition. C'est un espace de travail idéalement au calme et qui va vous permettre de faciliter bien sûr la concentration et puis la progression dans vos différents projets. Alors, dans tout ça, voilà, on travaille à distance, on n'a pas forcément beaucoup de temps de disponible. Donc, bah, notre objectif, ça va être de gagner en efficacité, d'être le plus efficace possible. Je vais vous présenter voilà, quelques règles, quelques principes qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ça. Alors, la première chose que je veux vous présenter, c'est plus de vous mettre en alerte et vous demander d'être attentif, de faire attention à à ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, hein, qui est une étude qui est expliquée et reconnue, hein, vous pourrez aller chercher, mais le principe de base, c'est moins on en connaît, plus on croit être compétent. Euh, Certains d'entre vous ont peut-être des enfants. Vous avez vu que tous nos enfants, ils nous disent ouais, mais c'est bon, moi je peux la conduire, la voiture. J'ai pas mon permis, j'ai pas mon code, mais je peux la conduire. Et puis, ben, quand ils sont confrontés réellement à conduire une voiture, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils croyaient dans leur tête. Et ça, c'est vraiment la représentation idéale de l'effet de Dunning-Kruger. On l'a tous, hein, cet effet. C'est-à-dire, on pourrait résumer par quelque part, trop de confiance tue l'apprentissage. Et en même temps, c'est très important d'avoir confiance en soi. Mais il faut avoir confiance en soi, mais ne pas être aveugle par rapport à la réalité de ce qu'on va apprendre. Donc, c'est important par rapport à ça de vous fixer des objectifs et de prendre conscience en fait du chemin que vous allez devoir parcourir, qui ne va pas être une ligne droite. L'apprentissage, hein, il se passe par des courbes. Donc, c'est ça l'avantage aussi, bien évidemment, d'être dans une école et d'être accompagné, c'est d'avoir des gens qui vont être là pour vous soutenir, des professionnels en activité, les professeurs, d'avoir on va dire le staff pédagogique, administratif, qui va être là pour vous donner des outils et pour vous aider. Parce que avec l'expérience, on sait que la ligne, elle n'est pas droite et on va être là pour vous aider finalement à accuser un petit peu le coup de toutes les potentiels, enfin déconvenus ou en tout cas les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer sur le parcours. En tout cas, l'alerte que je peux vous donner, c'est en effet, bah, c'est pas forcément, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est important pour vous d'analyser les raisons de votre choix, de suivre une formation à distance. Est-ce que c'est pour vous réorienter professionnellement? Est-ce que c'est pour acquérir de nouvelles compétences? Est-ce que c'est pour obtenir un poste plus élevé? Est-ce que c'est pour changer de métier? Est-ce que c'est pour valoriser votre CV? Tout ce travail-là, de toute façon, nous, on le fait en amont avec toutes les personnes qui nous contactent et on passe par un formulaire d'orientation où on va chercher vraiment à comprendre votre situation pour vous assurer, en tout cas pour faire ce travail avec vous d'information, pour que vous ne soyez pas débordé, ou que vous ayez bien pris conscience en fait de ce à quoi vous aspiriez en tout cas. Voilà, pour l'effet de Dunning-Kruger. Ensuite, il y a un deuxième effet, hein, on avait vu, c'est un petit peu, il y a un petit peu de théorie, il y a des sciences, hein. C'est l'impuissance apprise. Alors là, l'impuissance apprise, hein, c'est dans le sens inverse, c'est à l'opposé de l'excès de confiance. L'impuissance apprise, c'est toutes les étiquettes qu'on se colle. Je suis nul je suis nul en dessin, j'ai pas de talent. Le talent, de toute façon, c'est inné, bien évidemment. Là, je vais vous donner, on vous a mis donc l'impuissance apprise, hein, c'est aussi des études tout à fait sérieuses hein, qui ont été faites sur ce phénomène, hein, qui est un phénomène connu en psychologie et qui est
qui explique le manque de confiance qu'on peut avoir en nous. Et pour vous l'exprimer, je vais tout simplement vous expliquer l'histoire des éléphants en captivité. Les éléphants qui naissent en captivité, quand ils sont tout petits, on les accroche à une chaîne et comme ils sont petits, ben, ils n'ont pas la force, d'arracher ce poteau et cette chaîne. Donc ils tirent dessus, ils sont en captivité, ils veulent prendre leur liberté, ils n'y arrivent pas. Et puis ils grandissent. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, très vite, ils abandonnent en fait petits. Ils disent, moi, de toute façon, j'arrive pas à arracher cette chaîne, expliquait, tant pis, j'arrête. Et dans leur cerveau, c'est imprimé qu'ils n'y arriveront jamais. Sauf que ben, quand ils ont grandi, qu'ils font 20 fois leur poids et qu'ils ont largement la force d'arracher ce poteau, ben, en fait, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que ben, leur cerveau a imprimé le fait, a renoncé en fait à arracher cette chaîne. Cette étude qui a été faite chez les éléphants en captivité, en fait, on l'a transférée, on a fait cette même étude chez les hommes, et c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. On a constaté qu'à partir du moment où, dans notre enfance, en fait, on avait renoncé à certaines, en pensant qu'on était incapable d'acquérir certaines compétences, et bien, toute notre vie, en fait, on allait renoncer à acquérir ces compétences, et ça se fait de façon complètement inconsciente, c'est-à-dire qu'automatiquement, votre cerveau va dire non, mais ça, c'est même pas, n'essaye pas, tu sais pas faire. Donc, ça arrive avant même, c'est-à-dire que vous allez renoncer avant même d'avoir essayé. Tu sais pas dessiner parce qu'on t'a dit 10 fois quand tu étais gamin que de toute façon tu savais pas faire, ou tu as ramené un beau dessin à ta maman, elle a fait l'amour en disant bouh. Ben, ça, c'est ce genre exactement d'action qui, répétées dans l'enfance, ben, on en a conscience ou pas, on s'en souvient même pas, font qu'adulte, on est dans l'incapacité, notre cerveau bloque automatiquement. Donc cette impuissance apprise, elle est très importante, c'est très important d'en prendre conscience parce que ça va vous aider. Il faut briser ces chaînes à partir du moment où vous avez un projet, vous avez un désir, vous avez quelque chose là qui est prenant et qui vous tenaille. Ben, il faut briser ces chaînes et avoir cette motivation qui va vous permettre d'arriver au terme de votre projet. Alors, en aparté, 95% des gens ont des regrets dans leur vie. Alors, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux avoir des remords ou des regrets? Je vous laisse voilà, y réfléchir. Mais 95% des gens ont des regrets sur des questions essentielles. Entre autres, la chose numéro un qui vient, c'est de ne pas avoir osé faire les choses. Donc, c'est complètement lié à cette notion d'impuissance apprise. Et d'avoir aussi les regrets, c'est trop écouter l'avis des autres et de ne pas avoir suivi la voie qu'on voulait suivre, hein, cette flamme intérieure qu'on a tous pour tel ou tel domaine. Donc, on ne va pas aller plus loin là pour on va dire le cours de psychologie, ce n'est pas l'objectif, hein, mais ayez cette notion en tête parce qu'elle est très importante quand on se lance dans un projet qui peut remettre en cause pas mal de choses. Donc, fixez-vous et rappelez-vous les objectifs que vous souhaitez réaliser. Et ça, c'est vraiment essentiel pour ne pas décrocher. Parlons un petit peu d'apprentissage, parce que ça aussi, c'est très important de comprendre ces notions-là, en fait, pour se lancer dans un projet d'apprentissage. Et ça rejoint un petit peu l'effet de Dunning-Kruger. Vous voyez, dans l'effet de Dunning-Kruger, hein, où on a trop confiance en soi et on croit qu'on va faire, on se croit surcompétent par rapport à ce qu'on est en capacité de faire. Ben, c'est exactement, ça correspond à la première phase de l'apprentissage, où on est ce qu'on appelle incompétent inconscient. C'est en fait, je n'ai même pas conscience que je suis incompétent, je n'ai même pas conscience de ce que j'ai à apprendre pour devenir compétent. Et ça, tous, on l'a constaté en fait quand on s'est lancé dans un apprentissage. Ah ouais, j'avais pas compris qu'il fallait savoir faire ça pour arriver à cet objectif. Donc ça, c'est la première phase. Donc je ne sais pas que j'ai besoin d'apprendre, je ne sais pas ce que j'ai à apprendre et je ne sais pas ce dont j'ai besoin aussi pour progresser. Donc c'est compliqué hein, ce stade-là, puisque forcément là, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire, ce qui vous aiguille, ça va être très compliqué d'apprendre. La deuxième phase, quand on commence d'apprendre, ça y est, vous êtes incompétent, conscient, ben, vous avez compris, vous prenez conscience des besoins que vous avez pour aller vers votre objectif. Troisième phase, qui est une phase aussi difficile, c'est la phase de l'apprentissage. Vous êtes compétent, débutant, conscient. J'ai conscience que je suis compétent et ça m'impose des efforts.
j'arrive pas à tirer mon trait droit, j'arrive pas pour faire l'exemple avec la voiture, à appuyer en même temps sur la pédale de débrayage et puis de changer les vitesses, etc., etc. On peut multiplier les exemples à l'infini. Et puis la dernière étape qui est formidable, hein, c'est je suis compétent, confirmé, conscient, c'est-à-dire je n'ai même plus conscience, je fais les choses en fait, je sais les faire et je n'ai même plus conscience que j'arrive à les faire. Vous prenez l'exemple des, regardez, voilà, ceux qui ont déjà eu des enfants, vous voyez bien les efforts, le temps que ça met à un gamin pour arriver à mettre sa cuillère dans sa bouche de façon correcte, en fait. Et en fait, c'est des années d'apprentissage. Ben, lui, à chaque fois, c'est un effort, c'est de la motricité. Ben, quand vous allez apprendre un logiciel, quand vous allez apprendre différentes techniques, il se passe exactement la même chose dans les différentes étapes de l'apprentissage. Donc ça, enfin, je trouve ça bien de connaître ces différentes étapes parce que ça vous permet de relativité par rapport au progrès que vous allez devoir faire en disant, OK, c'est bon, je sais que je ne sais pas, donc c'est normal, là, j'y vais d'une part modestement, et puis d'autre part, je garde ma confiance en moi, je sais que ça va bien se passer. Après, là, je sais que je suis dans la phase débutant conscient en phase 3. Là, c'est le plus dur, là, parce que je sais ce que j'ai à faire, j'essaie, j'y arrive pas, mais je sais qu'en progressant, je vais y arriver. Et puis la phase libératrice, ça y est, je le fais, je ne me pose plus la question, ça va tout seul, ça fonctionne. Alors, toujours hein, sur cette notion d'apprentissage, hein, tout ça, c'est vraiment des petits outils, des petites références pour vous aider à y voir plus clair dans la façon d'appréhender vos études euh, et, euh, et un futur métier. Très simple, hein, c'est les trois dimensions de l'apprentissage. Vous allez avoir le savoir théorique, hein, euh, le savoir technique, les compétences techniques, c'est le savoir-faire. Voilà, je sais comment il faut faire les choses, mais je ne sais pas forcément euh, euh, le faire techniquement. J'apprends à le faire techniquement. Et puis la dernière étape qui est vraiment essentielle et qui est souvent sous-estimée, c'est le savoir-être. C'est-à-dire le comportement que vous allez avoir concrètement en design avec des clients par rapport à la théorie et à la pratique que vous allez apprendre en école. Et là, il y a quelques points clés euh, à voir là-dessus. On ne peut pas rentrer dans le détail si je veux rester dans le timing. Petite technique, on va dire, cadeau, une petite méthodologie parmi d'autres hein, pour gagner énormément de temps. C'est une technique qui est vraiment connue, et, enfin, voilà, qui est très utilisée. Chacun peut se l'approprier à sa façon. C'est la méthode Pomodoro. Donc, c'est de vous dire que vous n'êtes pas une machine et que généralement, au-delà de 45 minutes, ben, en fait, sur une même activité, soit on est plus efficace, soit on baisse en efficacité. Et une fois de plus, hein, c'est toujours pareil, on ne s'en rend pas compte qu'on est moins efficace. Donc, l'idée, c'est de vous définir des plages horaires. Donc, même si vous avez prévu une session de travail de 4 heures, ben, de vous dire, ou 4 heures ou 4h30, c'est je vais faire 25 minutes du travail intense, 5 minutes des pauses. Et ça, 4 fois de suite, pendant 2 heures. Après, au bout de 2 heures, je fais 30 minutes de pause. Alors, en aparté, une pause, c'est pas aller sur son smartphone, regarder des shorts. Ça, c'est pas une pause pour le cerveau. Une pause, c'est vraiment aller s'aérer, fermer les yeux, se reposer. À la rigueur, pourquoi pas prendre un livre, mais et moins. Mais c'est une vraie pause, en fait, si vous voulez. Donc, les 5 minutes de pause que vous avez toutes les 30 minutes, toutes les 30 minutes, c'est une vraie pause où je fais complètement autre chose de ce que j'étais en train de faire et pas quelque chose qui vous absorbe le cerveau parce qu'il faut reposer votre cerveau pendant ce temps-là. Donc, la méthode Pomodoro, hein, ça peut être 25-5, mais vous pouvez faire, si vous, votre rythme, c'est 45-5 ou 45-10, elle est adaptable. Mais expérimentez, vous allez voir, c'est très efficace et c'est vraiment, ça fait gagner en productivité. C'est quelque chose, c'est des études qui ont été prouvées. Deuxième technique, hein, c'est l'heure magique. Alors, l'heure magique, moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années. C'est tout simplement de décider de se lever 1 heure plus tôt que ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, ben, pourquoi pas de le pérenniser. Hein, et puis, de consacrer cette heure exclusivement à un projet qui vous tient à cœur. OK, j'avais l'habitude de me lever à 7 heures. Maintenant, je me lève à 6 heures. Et puis de 6 à 7, ben, je fais cette fameuse activité que je mettais de côté depuis des années, quelle qu'elle soit. Et là, vous allez me dire, oui, mais si je me lève 1 heure plus tôt, je vais être crevé. Et si je ne peux pas me coucher 1 heure plus tôt, comment je fais?
eh ben, il reste la sieste flash. Et ça, c'est formidable. Même chose, hein, ça, c'est des choses, hein, vous pouvez regarder tout ça. Il y a énormément de références et de documentation sur le sujet. La sieste flash, ça vous permet en 5 à 15 minutes de récupérer l'équivalent d'1h30 de sommeil. Donc largement de quoi compenser l'heure magique. La NASA a fait des études là-dessus, 13% de productivité en plus, et c'est l'équivalent de 45 jours de productivité par an. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a même des études financières qui ont été faites sur le sujet et on parle en retour financier pour l'équivalent. C'est comme si vous investissiez en 1 euro, c'est 5 à 10 euros en retour si on était en équivalent d'investissement financier. Pour vous donner des exemples, Salvador Dali, Winston Churchill, Einstein, moi-même. Mais je ne me place pas sur le même rang que les illustres noms que je vous ai donnés. Pratique la sieste flash ou la pratiquait. Énormément de personnes la pratiquent, chacun à sa façon. Il y en a, c'est 7 minutes, il y en a, c'est 15. Il y a beaucoup de documentation sur le sujet, donc je ne vais pas vous donner un cours de sieste flash. Il n'y a pas besoin forcément d'un lit, hein. Un siège, ça se pratique dans énormément d'endroits. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence. On passe à la session de questions. Je suis pile poil à 32 minutes, donc on est dans notre timing. Et je reviens vers Ophélie. Est-ce qu'Ophélie, il y a des questions dans le chat qui sont arrivées? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? C'est le moment pour y répondre. Pour l'instant, je n'ai rien donc comme question. Donc la présentation semble claire. Bon, tant mieux, parfait, je suis ravi. Vous avez vu que c'était vraiment une présentation, on avait vraiment l'objectif, hein, c'était de vous donner vraiment de l'info, j'espère, hein, qui vous sera utile pour vous aider à y voir plus clair dans un projet d'étude, dans un projet de reconversion. Ça, c'est un ensemble. Alors nous, on va dire l'équipe pédagogique, on se sert bien évidemment de tout ça. Et c'est le dessous de l'iceberg, c'est-à-dire que là, on a voulu vous présenter un petit peu des choses. Après, nous, on a un tas d'outils, on va dire, mis à disposition de nos élèves à chaque fois il y a des questions, des problématiques, c'est-à-dire que généralement, voilà, l'effet de Dunning-Kruger ou l'effet ou l'impuissance apprise, hein, si je vous le présente comme ça, c'est pas passionnant. Par contre, si on voit pourquoi nous, on a par exemple des cours de développement personnel, pourquoi est-ce qu'on a des cours de marketing, de communication, pourquoi on aide nos élèves à faire leur book, pourquoi on les accompagne sur le marché du travail jusqu'au premier emploi, ben parce que en fait, c'est issu de ces études, de ce constat que finalement les personnes avaient certaines difficultés. Donc ensuite, en fonction de ce constat de difficulté, on va aller chercher des outils concrets pour les aider de coaching individualisé, d'aide. Voilà. Là, on avait envie de vous montrer un petit peu le derrière du miroir à travers cette conférence et de vous donner un petit peu, de vous expliquer comment ça pouvait fonctionner, quelles questions est-ce qu'on pouvait se poser quand on voulait se lancer dans des études ou reprendre des études, quand c'est le cas de voilà, beaucoup de personnes qui nous rejoignent quasiment tous les mois, parce qu'on a une rentrée par mois sur les formations dans l'école. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, Ophélie va juste vous mettre un petit lien pour ceux qui sont éventuellement intéressés. Vous pouvez répondre au questionnaire d'orientation. Donc le questionnaire d'orientation, c'est absolument sans engagement de votre part. Ça va juste vous permettre de, de répondre en fait à quelques questions qui vont vous permettre vous aussi d'y voir plus clair sur votre projet. Rien que le fait de faire ce travail en fait de répondre à ces questions, ça va vous donner de la visibilité personnelle. Derrière, si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec un conseiller d'orientation chez nous, qui de la même façon va analyser votre projet, éventuellement répondre à des questions, vous donner des conseils, vous pouvez le faire. C'est toujours à ce stade-là absolument sans engagement. Et si il y a concrètement un projet d'études de design, en design graphique, espace ou produit ou logiciel ou dessin. Enfin, voilà, on a pas mal de choses, mais bien sûr, dans l'écosystème du design. Et ben là, on regardera ça avec vous, on vous fera éventuellement des propositions d'accompagnement. Mais de toute façon, la première étape, elle vient de vous, c'est-à-dire de vous questionner par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs. On peut déjà vous accompagner à ce stade-là. Voilà.
Toujours pas de questions dans le chat, Ophélie? Non, en tout cas, beaucoup de remerciements. Et Un donc, grand du plaisir. coup, pour certains, ils ont déjà rempli le questionnaire d'orientation. Formidable. Et Formidable. Ben, voilà, donc, parfait. n'hésitez pas à reprendre rendez-vous si vous avez Ouais, besoin. si vous avez On est des là pour questions. vous, Ouais. surtout. Et en tout cas, ben, on est ravis que cette présentation vous aide dans votre Voilà, puis on quotidien. a beaucoup d'outils, juste pour conclure là-dessus, on a beaucoup d'outils qu'on met à disposition des personnes qui s'intéressent en fait, qui se posent la question en fait de faire des études dans le design. On leur met à disposition ces outils sans, voilà, en fait, c'est à ce stade-là, ce qui est important, c'est la décision, elle vient de vous. Donc, prenez votre temps. Nous, on préfère quelqu'un qui a bien pris son temps, qui a fait beaucoup de recherches avant de se lancer, parce que ben, c'est toujours mieux. Moi, de la même façon, dans tous les projets, c'est mieux que de partir la fleur au fusil, puis de se rendre compte 3 mois plus tard que finalement, c'est pas ce qu'on voulait faire. Alors ça arrive hein, dans la vie de se tromper, on l'a déjà expliqué. Mais pour autant, voilà, sur des projets d'envergure comme ça, où on part voilà, je vais faire un bachelor en design graphique, on est parti pour minimum, on va dire, 15 à 18 mois sur la version accélérée, sur la version intensive d'études. Bah, c'est un investissement de temps conséquent, en fait, pour vous. Donc, il vaut mieux que vous ayez passé euh, suffisamment de temps en amont pour vous assurer que vous êtes au bon endroit et que vous avez bien fait ce choix-là. Voilà. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce webinaire. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets et beaucoup de créativité. Au revoir. Merci, bonne soirée à tous, à bientôt.